peux démarrer. Voilà, donc je recommence. Merci d'être là au pied levé. Normalement, c'était demain. Mais bon, demain, c'est pas possible. Puis la dernière fois, c'était pas possible non plus. Mais je crois que j'ai la Scoomoon sur mes BBL parce que j'avais proposé un BBL à SonarCube, hein, enfin à SonarSource, et puis bon, bah voilà, petite réorganisation du management. Chez LODH, ils avaient accepté une semaine avant, ils me disent, ah bah écoute, on doit annuler, c'est pas à cause de toi. J'ai l'impression qu'il y a une certaine, je sais pas, une série quoi, donc merci de me prendre au dernier moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Frankel, je suis français, je bosse en Suisse depuis 10 ans. J'ai fait 17 ans de consulting, bon, vous connaissez ce que c'est, hein, on va chez des clients, on fait ce qu'ils disent. Et depuis 6 mois, j'ai décidé que c'était vachement plus sympa d'être payé pour aller boire des bières et discuter avec des gens, donc je suis développeur Advocate. Je bosse pour une petite boîte qui se trouve juste à côté qui s'appelle Exoscale. On fournit de l'infrastructure cloud, donc infrastructure as a service, on fournit du cloud computing, du cloud storage. Et on est en train de travailler sur une offre Kubernetes as a service. Et bien sûr, nous sommes Suisses, nos data centers sont pour l'instant en Europe, donc on ne s'est pas soumis au Cloud Act. Tout le monde connaît le Cloud Act? Yep. Merci, ça me fait plaisir parce que généralement sur les 40 personnes qui utilisent le cloud, il y en a une qui connaît le Cloud Act. Ça me fait toujours très peur. Ok. C'est quoi le Cloud Act? C'est une blague ou Non. Non? Ah, je connaissais pas. Non, moi, je sais qu'il y a des accords pour les Américains pas toutes les données, mais je connais pas. Je sais pas. Bah alors le Cloud Act, en fait, c'est pas un accord du tout, c'est une loi américaine qui fait que si tu contractes avec une société américaine, et après l'histoire des filiales, on peut se poser la question de savoir si c'est transitif ou pas, mais bon, et ben, où que le data center soit situé dans le monde, le gouvernement a le droit d'accéder à tes données. Donc si tu es, je sais pas, un client lambda qui utilise les données de ses clients, ça fait un petit peu peur. Donc, et tu regardes le nombre de gens qui utilisent Amazon, Google, etc. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que à un moment, personne voulait aller mettre dans le Je savais cloud. pas que c'était ça le Cloud Act. Je connaissais ça. Alors, en fait, au niveau historique, avant, il y avait un truc qui s'appelait le Patriot Act. Voilà. Et pendant le Patriot Act, le FBI, à un moment, a demandé à Google de fournir des emails. Et Google a refusé, donc ils sont allés en procès. Et au milieu du procès, ils ont tout arrêté parce que le Cloud Act est passé et Microsoft a donné immédiatement les emails. Pour juste situer le niveau d'accès que tu peux avoir. Donc si vous utilisez le cloud, si vous avez la confiance de vos clients et que vous faites payer pour hoster des données, faites super attention et contractez avec une société qui n'est pas soumise au Cloud Act. Il n'y a pas que Exoscale dans la vie, mais bon, on est juste à côté. Bon, bref. Donc maintenant, Zero Downtime. Zero Downtime, pourquoi est-ce qu'on veut faire du Zero Downtime? Aujourd'hui, parce que c'est cool. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, si vous mettez une petite fenêtre de ah mais veuillez revenir dans quelques instants, vous n'êtes pas au niveau quoi. Donc vous n'allez pas attirer les bons ingénieurs, donc c'est un cercle vicieux, vous n'allez pas réussir à faire du zéro downtime, etc. Donc les gens à l'intérieur d'une société, quand ils utilisent Facebook, quand ils utilisent Google, ils s'attendent à ce que le service soit toujours up. Si votre service n'est pas toujours up, c'est pas forcément top. Je ne sais pas quand est-ce que la dernière fois que vous avez vu une petite fenêtre, une petite pop-up disant le service n'est pas disponible sur Facebook ou Google, ça n'arrive jamais quoi. Donc aujourd'hui, les gens commencent à s'habituer à ce que un service soit toujours up. Si vous n'êtes pas up, vous ne pouvez pas vous comparer. Il y a un contre-exemple assez célèbre, c'est l'Apple Store qui met à jour son magasin en ligne avec un Store will be back. Ok, alors... ça, c'est une marque de fabrique, pour le coup, c'est marketing chez eux. Ok, alors très honnêtement, je ne l'ai jamais eu. Mais j'ai pas de... Ça fait un moment que j'ai pas d'iPhone. C'est devenu une feature, c'est pas un bug, c'est devenu une feature. La queue, même même ça, App Store. Et puis il y a certains types d'applications, comme je sais pas, un site d'e-commerce, où potentiellement à chaque fois que vous avez du downtime, vous vendez pas et vos utilisateurs vont chez des concurrents.
Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a quand même pas beaucoup de gens qui s'intéressent au zéro downtime. Et pourquoi bah, vous voulez faire du zéro downtime. Alors historiquement, quand j'étais jeune, il y a 2-3 ans quoi, la manière de faire du zéro downtime, c'était le blue-green deployment. Donc vous aviez un routeur qui dirigeait ça vers un environnement de prod considéré comme green, et puis vous faisiez votre déploiement sur le bleu, et à un moment T, pouf, ça fait des chocs à pic, et vous aviez directement accès au nouvel environnement de prod, zéro downtime. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est une erreur. Bah non, ça marche pas comme ça. Avec la base de données. Voilà, merci, il y en a qui suivent. Même sur son téléphone, Philippe y suit un petit peu quand même. Donc en fait, le problème c'est que si vous gérez ça en disant bah, ma base de données, elle est soit dans le blue, soit dans le green, bah, comment vous gérez le fait de copier les données instant T? Les données, elles ne sont pas instantanément copiées, ça ne marche pas forcément super bien. Donc, on va dire, on va faire plutôt comme ça. Sauf que c'est toujours pas aussi simple. Parce que derrière, hein, si vous faites du blue-green deployment, bah, si vous dites le routeur magique ici, potentiellement, si c'est un single point of access, ça peut peut-être jouer. Généralement, ce n'est pas forcément le cas, c'est redondé. Donc, vous ne pouvez pas passer immédiatement tous les utilisateurs d'un environnement à l'autre. Il y a une petite latence. Bon, ok, on peut dire que ce n'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il y a des utilisateurs qui utilisent déjà un environnement à cet instant. Enfin, on peut considérer que si vous voulez pas de downtime, c'est que votre service il est constamment utilisé. Donc, les gens sont en train de l'utiliser. Quid des utilisateurs qui utilisent l'environnement blue pendant que vous faites le switch sur le green? Donc, on en revient toujours au même problème, les données de session, etc. Et puis après, pour la gestion de la base de données, il y a deux manières. Soit on migre les données, je l'ai déjà signalé, mais ça prend du temps. Soit on va avoir des problèmes de schéma si on a fait évoluer le schéma quand on a une base de données commune. Donc plein de problèmes. Et Kubernetes arrive et vous dit, mais regardez, c'est magnifique. J'ai N instances qui sont en version 1.0, et puis derrière, on va faire des rolling updates, et au lieu d'avoir du blue-green, on va faire, sur N instances, des déploiements continus. Et c'est hyper simple à faire. Vous avez votre YAML, votre déploiement. Vous dites, je veux faire du rolling update. Alors ça, je vais le décrire juste après. Et ça fonctionne. Vous faites votre kubectl-f apply et ça marche. Donc il y a deux paramètres dans cette configuration qui sont importants. Premier paramètre, max search, c'est le nombre de pods supplémentaires par rapport à votre baseline. Ou max unavailable, c'est le nombre de pods qu'on accepte de perdre par rapport à cette baseline. Donc, pour l'illustrer un petit peu, donc là, j'ai un max unavailable à 0 et un max surge à 1 par rapport à une baseline de 3. Donc, comment ça va faire? Au départ, j'ai mes 3 pods qui font tourner ma V1.0. Kubernetes voit que je veux faire mon rolling update, donc il me dit, j'ai un max surge de 1, donc je vais déployer un supplémentaire, puis je vais déployer la 2.0. Puis là, à partir de là, je peux supprimer une V1.0, donc je reviens à ma baseline de 3, et après je recommence, je rajoute une V2.0, puis j'enlève une V1.0, etc. Je ne vois pas trop la différence avec un blue-green qui serait avec un version available à 1 et un version surge à 1. Alors le blue-green, c'est que tu considères que tu as un environnement blue et un environnement green, alors que là, potentiellement, tu as N instances. Tu as blue, green, yellow, red, enfin bon, tu as une infinité de couleurs potentielles. Le problème du blue-green, c'est que en théorie, c'est instantané. Tu switches directement. Alors que là, c'est du rolling update, tu peux le faire au fur et à mesure. Tes utilisateurs, ils continuent d'utiliser une version 1.0 ou ils commencent à utiliser une version 2.0 et ça se passe bien. Les problèmes qu'on avait avec le blue-green qui était... Tu vas vite dans ta tête. C'est après. Tu vas trop vite. Tu parlais du souci sur la partie base de données. Ouais, mais voilà, oui, d'accord, c'est bon, je vais aller plus vite. Non, mais il n'y a pas que celle-là. Ok. L'application web, sur lequel il y
l'application web, elle se télécharge où, elle est dans quelle version et elle interagit avec des serveurs dans quelle version. J'ai pas compris Il y a ta... tu peux imaginer, enfin je ne sais pas où est déployée l'application web, Ok. comment elle fonctionne. Sur un serveur. Mais moi j'étais connecté, on commence à faire du rolling update. Ça signifie que mes interactions vont tantôt taper sur une appli déployée qui est en version N, tantôt sur une application N+1. Donc ça suppose que j'ai une forte compatibilité ascendante, ça on peut l'imaginer. Tout à fait. Par contre, si on imagine que l'application est packagée au sein d'un Spring Boot, ça veut dire qu'au même moment, Jake est en train de se connecter, lui peut choper en allant taper sur une instance bleu foncé, une version web N+1, Ouais. il va se mettre à taper sur la version N de Oui. l'API. Oui. Et ça, c'est plus rare d'arriver à avoir de la compatibilité dans ce sens-là. Alors, premièrement, je fais comme hypothèse, parce qu'on va voir que ça pose déjà suffisamment de soucis, qu'on est en stateless. C'est-à-dire qu'on peut utiliser potentiellement la version 1 ou la version 2, c'est pas très grave. Si on peut rajouter de la complexité en disant qu'on fait de l'affinité de session, de la réplication de session. Donc ça, je balaye tout ça, mais c'est une excellente remarque. Et en ce qui concerne ta réflexion, bah, c'est au moment où je vais rentrer dans le détail que j'espère éclairer ta lanterne. Pour l'instant, je montre juste comment, magiquement, avec Kubernetes, on peut faire du rolling update, parce que c'est comme ça qu'on le vend généralement. Donc voilà, en mettant un max available à 1 et un max sur Jazz 0, bah en fait, ma baseline c'est 3, donc on va diminuer d'abord pour pouvoir compléter à 3 avec les nouvelles versions. Et puis on peut bien sûr faire les deux, donc rajouter du unavailable, rajouter du surge. Et dans ce cas-là, l'intérêt c'est que c'est beaucoup plus rapide. Bref. Alors, le truc c'est que déjà, de la même manière que le routing, il ne se faisait pas de manière instantanée, un Kubernetes, même s'il est très fort, il n'arrive pas à starter les apps de manière instantanée. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est d'utiliser les capacités de l'application pour savoir si le pod il est capable de recevoir des requêtes. Donc ça, c'est la première chose à faire, et ça, c'est super cool, parce que là aussi, Kubernetes, c'est magique. On a Spring Boot qui permet d'avoir un else endpoint. Donc dès que en fait, le endpoint est healthy, on considère que l'app est ready et puis on peut envoyer des requêtes. Là aussi, c'est assez simple. Readiness prop, tac, on fait un get sur actuator else et on envoie des requêtes là-dessus. Et voilà. Et tu vas creuser ce problème, parce qu'en pratique, en fait, il y a comme la readiness, tu vas beaucoup plus attention. Oui, je sais. Alors, dans lequel on peut se planter. D'une fois, dans une de mes démos, j'ai eu un souci. Ouais. Donc c'est pour ça, maintenant, je suis plus calme sur mes démos. Voilà, on va dire que souvent, plus que ça, quoi. Est-ce que tu regardes ça ou tu as des réflexions sur le sujet? Après, le else endpoint, c'est toi qui le configures comme tu veux. Tu peux rajouter, une fois que tu as offert le endpoint, c'est toi qui vas rajouter tes else checks pour dire mon application elle est ready à ce moment-là. Là, j'utilise le défaut parce que c'est déjà, encore une fois, c'est déjà pas mal. Mais après, si tu veux aller plus loin, bah, tu peux rajouter les checks que tu veux. Voilà, et donc la plupart du temps, on s'arrête là. Kubernetes, c'est bien, ça permet de faire des rolling updates, on a gagné, on est champion du monde, et puis voilà. Et donc, comme vous avez méchamment devancé le problème, effectivement, ça n'a rien changé. J'ai toujours le problème de la base de données. Hein, c'est pas parce que j'ai N instances plutôt que 2 que ça va changer les choses. Donc, quand je déploie, tout va bien, paf, tac. Et sauf que ma version 1.0, elle a des problèmes de compatibilité avec ma base de données. Hein, c'est magique. Et donc, le problème de ça, c'est qu'il faut gérer la compatibilité entre deux versions. Jusque-là, tout va bien. Et sauf que, on sait très bien, il y a des changements dans le schéma de la base de données qui ne sont pas compatibles. Si j'ai une colonne et que je veux en faire 2 colonnes, ou l'inverse, si j'ai 2 colonnes et que je veux en faire une colonne, ou même un truc très con, j'ai une colonne et je veux la renommer, 2 versions ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. Donc on peut dire, ouais, mais alors en fait, on va faire en sorte d'être forward compatible. Donc en fait, une version 2.0 peut travailler avec la version 1.0. Puis une fois que la version, on est à jour, hein, on peut upgrader le schéma de base de données et tout va bien. Ouais, mais alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut downgrader la version de l'app? De nouveau, on a toujours le même problème.
Donc ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre, il faut faire attention à ça. Et donc l'objectif de ça, c'est de faire en sorte que vos changements dans vos schémas de base de données, ils soient forward et backward compatibles. Et encore une fois, sur certaines choses, ce n'est pas possible. Donc ce qu'il faut faire, c'est découpler chaque changement non compatible en une succession d'étapes compatibles qui permettent de mettre à jour l'application ou de rollbacker d'une version. En tout cas, suffisamment pour que s'il y a un problème, on dise on rollback d'une version et puis ça continue à fonctionner dans cet état-là. Donc, comme exemple, j'ai pris un truc qui peut potentiellement arriver, j'ai fait un magnifique design de ma base de données, et malheureusement, je me rends compte qu'au bout d'un moment, ma table, elle fait trop de choses, et donc je veux la séparer avec une relation primary key foreign. Voilà, je n'ai pas bien suivi mes cours quand j'étais jeune, j'ai fait une table personne, et puis j'ai commencé à mettre de l'adresse dedans, etc. Et je voudrais arriver à ça. Donc là, c'est typiquement pas compatible du tout. Je ne peux pas avoir une application qui travaille avec ce schéma-là et une application qui travaille à ce schéma-là, faire en sorte que ça soit compatible. Bref. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Ce qu'on peut faire déjà, sur une première étape, c'est créer une table adresse qui est la cible de ma migration. Et puis derrière, à chaque fois que je modifie ma personne, je vais copier les données des métadatas d'adresse dans personne dans cette nouvelle table. Okay, si je roll back, je n'ai plus aucun souci, puisque finalement, cette table, elle n'a jamais été utilisée. Ouais. Deuxième étape, maintenant, au lieu de considérer ma table personne comme la source de vérité et de faire de la copie dans l'adresse, je vais considérer que c'est la table adresse la source de vérité, et je vais faire des copies dans personne. Comme à chaque fois que je fais des copies, je peux encore rollbacker, j'aurai toujours aucun souci, puisque j'aurai toujours mes données qui sont disponibles. Troisième étape, je peux arrêter d'écrire dans ma table personne, et potentiellement, soit via l'application, soit via des scripts, soit ce que vous voulez, une fois après, on dégage les colonnes en plus. Où je vois des sourcils se froncer. Non? Non? C'est juste une expression passagère? Tu peux gérer le fait que ça peut être, si une copie se passe mal ou qu'il y a un problème comme ça, un rollback, bref. Bien sûr, il y a deux choses. Il y a le fait que la copie se passe mal et il y a le rollback. Donc après, la copie, tu peux le gérer de plusieurs manières. Moi, je l'ai fait dans le code, parce que je ne suis pas super à l'aise avec les bases de données. Puis après, derrière, il faut potentiellement penser à quel type de base de données, est-ce qu'il y a des triggers, pas des triggers, etc. Mais ta copie, tu peux la faire en transactionnel à l'intérieur de ton application, ce n'est pas un problème. Et justement, ça veut dire que tu montes sur un Spring Boot où ton modèle, il y aura une espèce de complexité en plus pour dire alors, mon adresse est à la fois ici, mais elle est ici. Je commence à écrire 94 lignes pour. J'ai le code pour le prouver. Je vais le montrer, le code, okay. Et on pourra en discuter. Mais, non, on en vient mais les gars, vous allez trop vite, vous allez directement à la conclusion. Vous voulez pas voir le code avant? Oui, bien sûr, le zero downtime a un coût, et justement, c'est pas aussi simple que on utilise Kubernetes et tout va bien, regardez, hop, ça marche, quoi. Oui, il faut, ça a une influence énorme sur le code. C'est-à-dire, non seulement Kubernetes va vous aider à le faire, certes, mais par contre, c'est le dev qui va se taper la complexité du code. Donc, voilà, moi je suis un fan de Spring Boot, donc j'ai une appli Spring Boot que je veux migrer. Donc la première chose, c'est qu'il faut éviter que ce soit Spring Boot qui gère les changements de schéma, parce que sinon, dès que vous allez déployer l'application, il va faire « Ouais, super, je mets à jour le schéma », et clac, on se retrouve à la slide précédente. Le schéma va changer et la version 1.0 ne va pas marcher. Donc on va déléguer ça. Donc là, tu mets un validate par contre. Alors là, je mets rien du tout. C'est Flywhite qui va gérer tout ça. Il n'y a pas de Hibernate Validate. Alors le problème, c'est que si tu mets un Hibernate Validate, tu vas avoir potentiellement à un moment une version 1.0 et une version 2.0 qui vont valider, et il y en a une des deux qui va vautrer, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Voilà.
Oui, oui, c'est ça. Il faut toujours voir que les deux doivent travailler ensemble. Pourquoi ça voterait si tu es compatible sur Ouais, les je deux? pense. Bah, parce que justement, c'est compliqué d'être compatible sur les deux. Donc, soit ton schéma de base de données, jamais compatible avec les deux. soit ton. C'est justement ce Il y que aura- tu il y aura dis. 6 étapes que tu n'utiliseras pas. Bah, alors, justement, ça dépend comment vous modélisez le modèle. Mais potentiellement, dans un cas, je vais juste créer une, comment ça s'appelle? Euh, je peux créer une table et puis avoir une copie par trigger. Ouais. Et dans ce cas-là, bah, je peux pas valider mon modèle. Pourquoi? Parce que dans la version 2.0, je fais quoi? Et ton modèle, ça veut dire que de toute façon, ta version 2.0, elle ne peut pas travailler sur ce modèle-là s'il n'y a pas une table adresse qui existe. Alors, attends. Je vais regarder le code parce que maintenant, vous mettez le doute. Si tu as envie d'écrire. Ouais, mais je voudrais pas cacher des trucs dessus. Tu passes à côté. Tout était pas ça. Est-ce que si je mets valider, ça marche? Donc, si j'ai une version du schéma, La V1.0, elle va vouloir une table personne qui a et vous les savez colonnes quoi? d'adresse. On va le faire et puis on va vite voir si ça fonctionne ou pas. Je vais le faire. Donc, vous connaissez Flyway? Parce que vous connaissez. Ouais, bon, ok. Tac. Par exemple, en fait, ici, on a eu la discussion il y a 2-3 mois. Il y a 2 projets qui ont démarré au début de l'année. Ouais. Et tous les 2 projets sont partis sur Liquibase. Ok, ouais, alors moi. Kubernetes, Spring Boot, Liquibase. Ok. Enfin, juste pour ça, c'est parti d'une petite discussion Très bien. en interne, mais voilà, il y a peut-être 2-3 spécificités sur la table. Non, Liquibase et Flyway, pour moi, dans mon esprit, sont équivalents. C'est juste que je connais le mec qui fait Flyway, donc je préfère en faire un peu plus. C'est un Belge en plus, donc. Bon, alors après, vous me dites si c'est la même chose. Hein, donc, C'est comment les SQL, les différentes versions de SQL Postgres, H2, Oracle, si c'est un script SQL. non, alors après, alors le problème du Flyway, c'est que bah, tu écris du SQL et ton SQL, bah, il doit être adapté à ta base de données. Donc, tu n'as pas cette couche d'abstraction justement que te donne Hibernate ou Spring Boot. C'est ah oui, bah, Ou Liquibase. alors je savais pas que Liquibase le faisait, mais ok. Tu décris plutôt des transformations d'état, mais tu n'es pas en SQL. Quoi. Ok. Du coup, c'est lui qui a fait le dialecte pour D'accord. Tu peux reprendre la main en SQL si tu veux. Ok. Autant XML, hein, c'est forcément mieux, mais. Alors là, c'est Non, du mais script par contre, XML. c'est Hein. l'abstraction, quoi. Et après, lui, il décide des opérations SQL qu'il va faire en fonction de la base que tu en face. Alors, tes migrations en fait sur Flyway, elles sont basées sur, une version que tu mets dans le nom de fichier, donc grand V1 0, enfin alors c'est pas 1 0, c'est V1 underscore 0, V2 underscore 0, V2 underscore 1. Lui, il va voir, il va recorder toutes les opérations que tu fais dans une table spécifique de la base de données. Et puis derrière, bah, s'il voit qu'elles ont déjà été appliquées, bah, il ne fait rien. Et puis s'il voit qu'elles n'ont pas été appliquées, il essaye de les appliquer. Il va poser un lock. Donc le premier qui va essayer de faire la migration va faire la migration. Les autres, ils sont en stand-by. Et qu'est-ce que je voulais dire? Une autre chose? Oui, si j'ai magouillé ça pendant ma démo. Si j'essaye de modifier un script qui a déjà été passé, en fait, il va quand même vérifier que le hash est le même. Et donc, si vous avez magouillé un script, il va faire « Ah, il y a un problème » et il arrête de bosser. En pratique, donc en fait, tu as été client, tu as bossé pendant 6 mois sur ton application, il y a toute une série de scripts Flyway. Là, tu es dans Spring Boot, tu as rajouté en 2 modèles, 2-3 petites combines, adresse, PT. Tes scripts de migration, tu les génères comment, toi? Je les génère pas, je les fais à la main. Tu les fais à la main. Ah ouais, parce qu'il n'y a que moi qui peux savoir justement qu'est-ce qui a changé entre le modèle V1.0 et le modèle V2.0. Et tu ne pourrais pas dire, dans un espèce de monde idéal, bah voilà, joue les transactions, les records Flyway, tac, 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 Hibernate, generate, moi, s'il te plaît, le schéma, fais un diff et le script devient diff. Alors peut-être que tu le tapes après à la main. Dans un monde idéal, on peut penser à plein de choses, mais Flyway, pour l'instant, c'est pas comme ça. Ok, je pense que c'est des différences aussi avec les Ok. Alors après, tu as intérêt d'aller regarder, mais en tout cas, t'aider à la génération de ces diffs. Ouais, après, on parle de trucs un peu critiques là, donc je préfère. Enfin, alors après, je suis pas un pro du SQL, mais après, ça dépend. C'est compliqué, quoi, les requêtes. Alors, ça dépend, voilà, de la complexité de tes requêtes, mais pareil. Je sais qu'une approche qu'on avait eue sur un projet, alors avant qu'il y ait Flyway et Liquibase, ça se gère en partie à la main.
Mais pour avoir les scripts de migration, ce qui était fait, c'est que Hibernate avait, enfin le user applicatif n'avait pas les droits de DDL, Ok. et on le configurait pour qu'il fasse la génération sur les environnements de dev. Ce qui fait qu'il essayait d'exécuter les requêtes, mais du coup il crachait les requêtes dans la log. Ok. Tu les récupérais, tu regardais si ça te correspondait, À peu si ça près, t'allait ouais. bien, et dans ce cas-là, tu les passais toi dans les scripts. C'est pas con. basculés. Pas con. Donc, ce serait mieux si ça serait plus automatisé, mais c'est le truc qu'on avait fait à la main pour se faciliter un peu la vie et garder la main. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, on met des scripts dans un répertoire bien spécifique, et puis derrière, le premier qui démarre, la première application qui démarre va lancer le bordel. Et les statuts du health, du coup, ils sont à jour en fonction de Le statut du health endpoint. C'est-à-dire que les scripts là, ils peuvent prendre du temps potentiellement. Oui, tout à fait. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, le premier qui va démarrer, il va essayer de passer la migration. Donc lui, il va attendre un certain Donc temps. lui, il va attendre un petit moment, et donc son else, normalement, va être bloqué, puisqu'il ne va pas répondre tout de suite. Et normalement, s'il y a des clients qui arrivent, tu arrives sur ta vieille version. Normalement. Du coup, j'ai une question peut-être qui est un peu liée, c'était de savoir à quel moment il exécute les scripts. Au démarrage de l'application. C'est-à-dire qu'il démarre d'abord l'application, ensuite il exécute. Non, non, c'est-à-dire que normalement, il est considéré, je parle sous contrôle, normalement, il doit passer la migration et après, il se rend disponible. Ouais, il répond pas. C'est-à-dire que tant que ton application, elle a pas. Avant de lancer l'application. C'est dans le lancement de C'est l'application en fait, c'est dans le lancement de l'application, mais normalement, tu ne réponds pas à des requêtes HTTP tant que ta base de données n'est pas à jour. Après, tu peux le décorréler et lancer toi-même la migration puis lancer ton application. Dans le mode automatique. Ouais, alors ça casse un peu l'histoire de justement, tu utilises Kubernetes pour faire du rolling update. Enfin, c'est l'intérêt justement de faire ça, quoi. Alors, donc comme je vous disais, moi j'ai fait ça dans le code, hein, la réplication des données. Je voulais être standard à utiliser des listeners JPA. C'est pas super compatible avec Spring. En gros, on peut pas injecter des trucs dans le listener JPA. Donc c'est un peu pénible, hein. Donc j'ai fait un truc qui utilise l'implémentation Hibernate. C'est pas plus grave que ça. Mais voilà, pas de JPA, de l'Hibernate là-dessus. Santé. Alors, la démo. Oups. Je me souviens plus sur quelle branche j'étais, un petit instant. Bon, je vais le faire comme ça. Ok, donc j'ai une magnifique application. Et là, vous allez voir mes talents de graphiste, c'est impressionnant. Ah, donc je suis en validate, vous aviez raison. Il me le run ou pas? Non. Il est en train de continuer. Ouais, il a un petit peu du mal. Il build, hein. Le problème, c'est que je viens de faire le checkout, donc forcément, il ne doit pas bien aimer. Là, je suis en standalone. Là, c'est une application Spring Boot. J'utilise la base de données H2 qui est fournie par défaut. Donc là, pour l'instant, tout va bien, c'est la fête. Voilà, donc j'ai une entité, je vais rajouter une autre entité et on voit que je suis en version 1.0 et que j'utilise l'instance Nico, donc c'est mon PC. Ça va être intéressant quand je vais utiliser Kubernetes, je vais récupérer le nom de l'instance, on va voir que pas sur des trucs différents. Tac, super, bravo. Là, je pense qu'on est tous au même niveau là-dessus, c'est pas très compliqué. La prochaine version, c'est juste de dire, je vais utiliser, au lieu d'utiliser H2, embedded, je vais utiliser un serveur H2. OK?
Et la troisième, je vais faire mes déploiements Kubernetes. Donc, mon Flyway, c'est moi maintenant qui gère le SQL. Je crée aussi une donnée Pipo parce que voilà, donc avec mon John Doe, je crée ma table, je fais ma sauce et je suis complètement indépendant. Mon YAML, je suis toujours en validate, donc je fais rien. Et maintenant, je vais utiliser un. On va dire que le jeu de dos, même en prod ou que sais-je, il sera inséré quand même. Pardon, oui, mais c'est pour une démo, on est d'accord. Parce que Mais ce que j'avais en Flyway, non, ce que je veux dire, bien sûr, c'est pour une démo. Ce que je veux dire, en Flyway, c'est confortable de dire c'est script, c'est du dev, c'est script, c'est de la prod, ça c'est facile, c'est ça ma application. Et la notion d'environnement, c'est pas pour Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai pas vu. Je joue pas ce script. Alors, Si, il y a- ce qui est possible de faire dans Flyway, c'est de faire de l'undo. Donc, tu peux créer un script qui va faire ta migration et tu peux faire un script d'undo qui va défaire ta migration. Par contre, le script d'undo n'est pas géré dans Spring Boot. Spring Boot, lui, il gère juste les scripts qui commencent par V quelque chose. Et les scripts d'undo, ils commencent par U. Non, la question c'était toujours pour ajouter des données, tu dirais, bah, si je suis en mode dev, vas-y, joue ces scripts. Non, alors ça, je pense qu'il faut le décorréler de ça et le faire d'une autre manière. En fait, dans l'exécution, tu avais mis db/migration. Donc ça, c'est ton folder avec tous tes fichiers SQL. Tu pourrais avoir soit une liste séparée par des virgules avec les noms de folders que tu veux appliquer. Il faut regarder aussi, encore une Quand fois, tu as toi de variabiliser par. Après, il y a une notion d'environnement aussi. faites attention parce que Ça, des notions d'environnement, tu peux faire des sous-répertoires. Tu peux faire des Flyway peut avoir des fonctionnalités qui ne sont pas intégrées dans Spring Boot. Donc faites attention à ça. A priori, de ce que j'ai lu sur l'intégration Flyway Spring Boot, c'est uniquement DB migration. Peut-être que c'est configurable dans un YAML quelconque, je ne suis pas certain. Et Flyway offre plus de fonctionnalités que ce que Spring Boot intègre. Ce qu'on peut faire avec les profils, c'est pour certains profils spécifiques, on active des sous-répertoires. Je sais que ce qu'on avait fait par exemple pour un ancien projet, c'était quand on était sur un profil dev local, on activait un profil-là et on avait des scripts particuliers H2. C'était pas composé avec le Postgres. Donc on avait pour certains scripts deux fichiers et c'était notre profil Spring Boot qui définissait comment Flyway devait s'en occuper. Tu peux avoir des, comment ça s'appelle, des beans qui sont effectivement associés à des profils, des command line runner, et puis après tu fais ta sauce dedans. Mais en tout cas, dans l'intégration basique, facile, machin, c'est juste je passe le script parce qu'il n'a pas été passé et je continue jusqu'à ce que la version soit au niveau. Et le fait de dire par environnement, je ne l'ai pas vu en tout cas dans le truc par défaut facile. Encore une fois, bah, c'est Spring Boot, donc c'est plutôt facile de rajouter les choses que tu veux, mais en tout cas, configuration only, je ne l'ai pas vu. Donc mon modèle est magnifique, hein. Donc j'ai fait du Kotlin, j'adore Kotlin. Je pense qu'à la fin, c'était pas forcément une bonne idée, mais c'est pas grave. Donc j'ai mon entité, c'est une classe personne, j'ai mes identifiants, j'ai tout mon modèle que. Pardon? T'as dit quoi comme. Les deux projets qui sont partis sont aussi sur Kotlin. Pourquoi c'est pas une bonne idée à la fin? T'as dit des choses. Parce qu'en fait, l'intégration avec JPA devient un peu cossu à la fin, quoi. C'est pas. JPA, c'est quand même fait pour Java au départ. L'intégration avec Kotlin, entre la mutabilité et l'immutabilité. Donc tu vois, là par exemple, mon identifiant, il est en var. Bon, je n'ai pas aussi creusé super longtemps et je ne me suis pas posé des questions existentielles. Mais ma mutabilité, bah, parfois j'ai dû la gérer parce qu'au départ. Vous avez fait du metaclass. On en parle après. En fait, quand on pose des questions, c'est parce qu'en fait. Ça vous fait des liens avec ce que vous avez déjà fait. Ouais, non, mais après, c'était pas le but de la presse, donc je me suis pas posé des questions existentielles. Quand tu dis Kotlin n'était pas un bon choix, c'est pour ça que. Oui, parce que bah, typiquement, voilà, je dois gérer. Là, j'ai dû mettre des var. Après, si vous faites du Spring avec. Enfin, non, pas forcément du Spring. Vous pouvez gérer le compilateur Kotlin pour qu'il vous génère de manière synthétique un constructeur sans argument. Mais le problème, c'est que vous allez voir dans le code, bah, j'ai besoin d'utiliser le constructeur dans mon code aussi. Donc à un moment, bah, voilà, ça rentre un petit peu en conflit, quoi.
Donc d'un côté, j'aimerais bien utiliser Kotlin et faire des classes qui sont immutables. Et puis de l'autre côté, ben, JPA, lui, il a d'autres contraintes. Et dans ce que je fais, en tout cas, je me suis un peu posé des questions et puis j'ai arrêté, donc j'ai fait un truc simple. Voilà, l'application, elle est là, machin. Donc j'ai un get mapping, j'ai un post mapping, et puis voilà quoi, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'utilise Spring Data JPA parce que c'est facile. Ma database, Contexte Sname et contexte version, c'est ça que tu avais là? Ça, c'est des trucs qui sont valorisés automatiquement dans Sname? j'ai créé une classe contexte parce que je suis un petit coquin. Et donc, je fais ça. Et l'info version, ça, c'est toi qui le gères dans ton. Ouais, parce que ça, c'est une value, donc il va la lire depuis mon YAML, hein. Et là, en fait, je le lis depuis Maven. Petit coquin. Oui, parce que c'est pas pour, parce que c'est une démo que enfin, j'essaye quand même de mettre à la place du gars qui regarde la démonstration et qui veut l'utiliser à la fin. Donc là, c'est ce que j'ai défini, hein. J'ai défini mon deployment, j'ai 3 réplicas, j'ai mes rolling updates comme je vous les ai montrés tout à l'heure. J'ai ma readiness probe que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, le namespace, voilà, c'est pas super intéressant. Et puis j'ai un service pour dialoguer en dehors de mon cluster Kubernetes pour l'utiliser sur ma machine. C'est un peu plus classe quand même, vu que c'est sur ma machine. Et puis ma database, bah, j'ai qu'une instance parce que je me suis pas pris la tête. Namespace, j'ai aussi accès au service, et voilà. Donc normalement, ici, j'ai accès à ma console H2 parce que je l'ai démarré tout à l'heure. Ce serait bien qu'il soit toujours là. Donc là, j'ai passé ma première migration. On peut le voir ici. Ok, je vais agrandir un petit peu parce que c'est un petit peu petit. Donc ma première migration, c'était créer la table personne. Bah, ma table personne, elle est là. On peut voir que bah, ça s'est bien passé. Donc il a bien passé, il a le nom du script, il a le hash pour vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait fait des conneries derrière. Et voilà, et ça s'est bien passé, tout va bien. Yep. Donc on peut... C'est le H2 qui est sur le serveur avec la carte mémoire. C'est ça, voilà. Là, je l'ai déployé de manière... Du coup, là, Alors, je crois qu'il est un peu en mémoire quand même, hein, mais en tout cas, c'est un serveur H2. Il n'est pas embedded. ok. La synchronisation entre ta V1 et ta V2 pour ceux qui vont rajouter des données dans la V1. Je vais le faire. Je vais le faire. Donc déjà, je l'ai rajouté de manière dans mon script, mais je vais rajouter, alors, par contre, mes dons de graphiste de CSS Man ne sont pas très élevés. Donc je vais rajouter Gendo. Hop. Ok, donc là, je suis en V1, tout va bien, tout s'est bien passé. Ok. Et ce que je vais commencer à faire maintenant, c'est à migrer vers ma deuxième version. Donc la deuxième version, comme je vous l'ai dit. Je sais pas compris alors. Il n'y avait pas une V0 avant? Non, ça c'est la V1 direct. Ok. C'est en fait alors la V, ce que tu appelles V0, c'est la V1, c'est ça quoi. Ok. J'ai mon modèle que je voudrais modifier, c'est Il ce qui semblait tourne qu'il y en avait une prod. transition vers la base de données en mémoire. Ouais, alors je peux te le montrer si ça t'intéresse. Non, on verra après. Enfin, Bon, non, parce que c'est pas... c'est juste ça en fait. Ouais, c'est un peu petit quand même. Du coup, si tu fais ça, Ouais. il faut bien que tu gères le fait que si tu as deux nœuds, un nœud qui est sur le... Non, là je gère pas. C'est juste Ok. que je suis parti sur un déploiement, sur un développement local Ok. pour mon dev, mais au moment où je déploie en prod, je veux pas que ça soit du embedded. Ok. Donc, Non, non, là du coup, c'est, le embedded, ça la n'existe J2 que pas. tu vas faire de l'autre côté, tu t'en fous. Ouais, j'aurais même pas dû le mettre dans mon truc. Ok. Le V1, il commence là. Ok. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux migrer vers ma première version. Et donc ma première version, c'est je vais introduire l'adresse. Donc je check out l'adresse, tac tac. Ouf. Ok, jusque-là, tout va bien. Mais si je fais ça, c'est pas suffisant. Non, ce qu'il faut que je fasse, c'est avoir une manière, à chaque fois que je fais une modification sur une personne, de le mettre dans l'adresse correspondante. Voilà. Et là, c'est là où ça commence à plus être drôle. Donc j'ai utilisé Kotlin pour créer
une extension property sur ma personne, que je modifie pas ma personne, d'accord? Et je fais en sorte que quand je fais personne.adresse, quand je fais getAdresse, il me récupère une adresse en récupérant les champs de la personne. Donc ça, c'est parce que je suis un gros feignant et puis que ça marche pas trop mal. Encore des sourcils français. Ouais. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui t'empêche de modifier l'entité personne à ce moment-là? Rien. C'est juste que... Alors, pas vraiment rien, parce que... Mais c'est là où j'ai eu des problèmes avec JPA et Kotlin, hein, c'est que je suis pas sûr qu'en créant une property adresse, il ne essaye pas de te l'enregistrer, enfin il ne le considère pas comme une, comme une property et qu'il n'essaye pas derrière de récupérer, comment ça s'appelle, de le mapper avec un champ JPA qui s'appellerait adresse. Ça, si tu aurais travaillé une property avec le flag no GPI, ça doit exister quelque part, je sais pas moi. Ouais, mais non. Ça aurait pu- Parce que, alors, le problème, attendez, c'est pour ça que là on rentre dans des problèmes, j'aurais pas dû le faire en Kotlin. C'est en fait, là, ça, c'est une property Kotlin, d'accord, et ça m'a pas vraiment à un getter, un setter et un attribut Java. Et donc, si vous voulez commencer à mettre des annotations dessus, ça se passe pas super toujours très bien. Et en l'occurrence, là, quand j'ai voulu dire ignore, je me souviens plus comment on fait, mais je me souviens que ça n'avait pas forcément super bien marché. Puis en plus, comme ça, je garde bien mon entité qui reste ici, et puis après, je fais mon extension tranquille ici. Et Donc, l'extension JPA ne cherche pas à l'attraper. non, parce que je vous rappelle que l'extension, en fait, au niveau du bytecode, c'est comme un truc statique. Hein, une méthode d'extension, elle est compilée comme un. Donc, imaginons que ça soit une méthode, la property, je n'ai pas regardé exactement, mais imaginons que ça soit une méthode. Dans comment ça s'appelle, dans le bytecode, il va créer un modèle T, point classe, avec une méthode statique qui agit sur personne et qui appelle adresse. On pourra reparler, on pourra faire une vidéo spéciale sur les abus des extensions de méthode. Chez Nebo, on a régulièrement cette discussion de ce abus. Alors après, c'est vrai que c'est tellement séduisant que. En ce cas-là, quoi, cette truc super cool, je le partout, passe beaucoup moins. Alors l'avantage par rapport à l'implicite, c'est que potentiellement tu peux toujours cliquer dessus pour savoir d'où ça vient. Et ça, par rapport à ce cas-là, c'est le gros avantage. Bon, bref. Donc ici, j'ai pas créé, enfin mon bin il est auto-créé, hein. Peut-être c'est un peu petit, hein, donc voilà. Donc en gros, à chaque fois que je fais, après une insertion, si c'est une personne, ben, potentiellement je save la personne, l'adresse de la personne. Je le fais, hop. Donc je ne gère pas forcément le fait que ça soit dans la même transaction, etc. Enfin, je le fais sur la démo, ça fonctionne. Donc ça, c'est ma première étape. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est essayer de voir. Hein. Tac. Je vais déployer ma version 2.0. Et donc là, je me mets sur la bonne truc. Tac. C'est 2.0 normalement. Je vais juste vérifier que c'est bien bon. Pas les tags ici. Non, c'est 2.1, donc j'ai bien raison de vérifier. C'est bien correct. Hop. Et donc maintenant, je vais faire un cube, un ctl, get pods watch, pour vérifier comment se passe le déploiement. Donc là, on voit qu'il continue, il a commencé à déployer un pod, qui normalement, c'est ce pod-là qui doit faire la migration. Et pendant ce temps, très rapidement, je vais voir si ça continue à fonctionner. Voilà, il me met sur un autre pod, mais pour l'instant, ça a l'air plutôt bien. Pour l'instant, j'ai pas d'erreur, et ça me fait bien plaisir, parce que c'est toujours pénible quand ça arrive pendant une démo. Ça prend un peu de temps, forcément. Ça me ferait bien plaisir qu'il me tombe sur un pod qui fait du 2.1. Donc là, sur ces Voilà, là, je pense que c'est en train d'arriver. Voilà. sur ces
2.1, tu as créé la table adresse. C'est ça. Et en fait, tu l'enregistres aussi dans les. alors, c'est ce que je vais vous faire voir. Je vais créer une nouvelle entité avec la 2.1. Voilà. Et normalement, il devrait le copier dans les deux. Donc là aussi. Et ton script de migration, il n'a pas fait la copie de ce qui existait dans la table adresse présentée sur le Il n'a pas fait la reprise des données. Il a pas. Alors, j'ai une reprise des données. Je crois que c'est dans la deuxième étape où je fais la reprise des données. Et après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce que si tu as plein de trucs, tu risques d'en fait comment ça s'appelle, de ralentir la migration. Et donc, ça veut dire que c'est pas forcément une bonne idée en fonction du temps que ça prend. Donc, pour une démo, oui, j'aurais pu faire ça sans problème. Mais sur la première étape, j'ai pas forcément besoin de le faire. T'as pas besoin, c'est sûr. Et c'est dans la deuxième étape où je vais être obligé de faire parce que ma table adresse devient la source de vérité. En fait, c'est pour ça que je le fais pas à cet endroit-là. Et en Et fait, donc, tu pourrais le faire dans une étape intermédiaire où tu t'en fous parce que. voilà, exactement. Et encore une fois, est-ce que c'est une bonne idée de le faire pendant la migration? Sur la démo, je le fais parce que voilà, c'est gratos. Si vous avez des millions de records, bah, faudra aller un peu plus loin et. De toute façon, tu n'auras pas le choix. Non, tu peux décorer. Non, mais après, il faut savoir où tu le fais. Est-ce que tu le fais dans ce cas-là, est-ce que tu utilises le rolling update? Est-ce que tu utilises le zero downtime ou pas? Enfin, il y a des questions à se poser, quoi. C'est pas. Oui, mais tu n'auras pas le choix que de le faire avant de déployer ta version suivante. Il y a un moment, il faudra le faire, mais dans ce cas-là, peut-être que c'est le moment de dire, bah, dans ce cas-là, pendant, je sais pas, 20 minutes, notre application elle est indisponible. Pourquoi est-ce indisponible? Bah, parce que dans ce cas-là, on ne fait pas du zero downtime. Bah, parce que si ça prend. Le problème, c'est que tu vas essayer de faire une migration à partir d'un seul nœud. Si tu as des millions de records, ça peut prendre un certain temps. Je sais pas. Ça nécessite d'être un petit peu évalué. Mais les autres codes sont toujours disponibles. Tout à fait. Il n'y a pas de log. Enfin, là, tu peux. Et si ça se passe mal sur des millions de records. Enfin, tu vois, moi, en tout cas, sur des grosses migrations, je me poserais des grosses questions avant de le faire, plutôt que de, bah, c'est pas grave, on interrompt le service, puis on se garde 1 heure de marge s'il y a une merde pour faire un rollback. Est-ce que, pour ouais, corriger. et après, il y a des solutions intermédiaires, je pense, où tu veux dire, ok, il n'y a pas de bright, parce que finalement, le vrai problème, c'est que tu commences à brighter dans l'ancienne et par la nouvelle. Tu peux dire, ok, cette partie de mon service, il est en ré, donc finalement, mon appli peut continue à marcher, mon stock de, je sais pas, je vends des chaussettes, les premiers jours, je sais pas quoi, mais ça continue à tourner un peu dégradé, mais je vais sauver des gros nœuds au cerveau de mes ingénieurs. Tout à fait. Après, tout est contextuel. Le problème, c'est d'écrire au milieu Ouais. de ta copie. Quoi. Ouais, ça fonctionne bien. Enfin, la seule question que j'ai par rapport à ça, c'est si la migration prend réellement 30 minutes. Ouais. Quel est le comportement de Kubernetes si l'application se déclare comme non healthy? Ouais, bah alors comment je fais en sorte qu'il ne flingue pas mes potes? C'est une excellente question. Alors en fait, ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est pas forcément souhaitable. Ça se configure en fait. Tu peux lui dire au bout de combien de temps tu vas regarder si ton pod est healthy et quel est l'intervalle. Mais t'as pas, parce qu'en fait, c'est juste pendant la migration que je vais lui dire ouais, t'inquiète, tu as le droit d'accepter 2 heures. T'as pas des statuts intermédiaires entre. Alors, là, c'est du ready. Ta application, elle n'est pas ready tant qu'elle n'a pas fait sa migration de données. Tes scripts, depuis le machin, elle ne va pas être ready. Et après, les healthy, c'est une deuxième étape dans Kubernetes. Ah, c'est pas faux ça. Ouais, non, t'as raison. Il y a la readiness probe et il y a la health probe. Tout à fait. Parce que là, tu peux dire, c'est important en temps normal qu'au bout de 2 minutes, tu le tues et tu en redémarres un autre, mais dans ce cas particulier. Ouais, mais alors ça n'a aucun problème. En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu as ton YAML, tu le déclares sur 30 minutes ou 40 minutes, tout ce que tu veux. Puis après, tu changes ton statut. C'est ce que j'ai fait ici. Après, je ne suis pas un pro de la ligne de commande Kubernetes. Mais tu vois, ici, par exemple, j'ai changé la version de Spring Boot à la ligne de commande au lieu d'utiliser un apply sur un file. C'est une autre manière de faire. Par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi là, on continue de watcher. Ok, bref. Donc là, maintenant, on voit qu'il m'a bien créé la ligne d'adresse. Et donc là, celui-là, il a été créé avec la version 1.0. Celui-là, il a été créé avec la version 2.1. Donc normalement, si je fais un select from person, je devrais avoir... Voilà, donc lui, c'est celui qui il a inséré nul. Pourquoi? Parce que je l'avais fait dans mon script, mais sinon, ça se passe bien aussi. Et maintenant, si je fais sur adresse, voilà, j'ai qu'une ligne qui correspond, c'est la ligne qui correspond à l'entité que j'ai insérée en version 2.1. Et c'est maintenant que je veux migrer vers la version 2.2,
Donc là où maintenant, c'est ma table adresse qui devient la source de vérité, où j'ai vraiment besoin de données, c'est là où je vais faire ma migration. Donc, passons à la version 2.2. Donc là aussi, petite magouille en Kotlin, je vous passe les détails parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mais maintenant, donc j'ai créé mon modèle avec mon entité personne, mon entité adresse, une relation one-to-one entre mon adresse, ma personne et mon adresse, et puis la relation inverse, que je ne dise pas de conneries. Et puis maintenant, je vérifie quand j'insère une adresse, bah, normalement, je mets à jour la personne qui relie à ça. Si je play, donc, ah oui, pardon, ça c'est important aussi. Donc, je modifie les types des colonnes pour dire qu'ils sont nullable. Je fais mon merde d'adresse. Alors ça, j'ai trouvé le truc, je suis incapable de vous dire exactement ligne par ligne ce que ça fait, mais en gros, ça fait la migration des données et c'est de la syntaxe H2. Donc, si vous êtes expert H2, vous comprenez ça très bien. Moi, je suis désolé, encore une fois, je ne suis pas expert SQL, donc quand j'ai trouvé un truc qui marche, ça va bien. Et maintenant, si je fais un apply de ça, tac, et je watch, et je regarde ici comment ça se comporte. Donc là, je suis en 2.1. Il m'a changé de pod vraisemblablement parce que celui d'avant, il avait un petit coup dans le nez, et puis c'est peut-être celui qui est en train d'updater. J'ai une chance d'aller sur le 2.2. Non, toujours pas. Voilà, c'était le PK, là, le P9K sur lequel il est, et puis maintenant je suis sur la 2.2. Donc si je rajoute une donnée, normalement, tout devrait bien se passer. Voilà, et puis bon, si vous voulez, je vous montre là, le schéma. Donc maintenant, bah, il m'a fait ma migration de données, et puis quand j'ai rajouté ma donnée, il me l'a bien mise, quoi, tout va bien. Donc là, je peux continuer à continuer. Si vous voulez, je peux faire un rollback, si vous voulez, pour vérifier que tout se passe bien, ou je continue tranquillement. Ouais. Ouais. Pourquoi, je sais pas, excusez-moi, je suis pas allé. Pourquoi est-ce que tu continues à écrire Diana Prince, l'adresse de Diana Prince? Parce que imagine que là, à ce moment-là, je me rends compte que pour une raison quelconque, mon code il est tout pourri, j'ai besoin de faire un rollback. Mais toute ma vie, je vais devoir garder mon ancien modèle, là, je pense. Ah bah non, pas toute ta vie. Hein. Ça, c'est la dernière étape. Donc tu vérifies que les modifications que tu as faites, elles continuent à bien fonctionner. La version 2.1, tu as fait des modifications de code, ok, tout va bien, etc. Maintenant, tu veux migrer ta source de vérité, mais pour une raison inconnue, tu peux dire, ah mais merde, finalement, le fait de lire la table adresse au lieu de la table personne, j'ai des problèmes, j'ai oublié un index, etc. Donc, la migration 3, ce sera la 2.3 qui sera en fait ma cible de migration. Alors c'est même la 2.4, j'ai raccourci, mais typiquement la troisième étape qui est, on arrête d'écrire et on supprime la colonne, elle n'est pas rétrocompatible. Donc il faut en fait, d'abord dire j'arrête d'écrire, et ça c'est rétrocompatible, et après faire du clean-up. Et le clean-up, potentiellement, tu peux le faire dans ton application ou tu peux le faire en passant un script, ou après c'est toi qui vois. Et on m'a fait remarquer que le fait d'avoir mergé les deux, ça posait des problèmes, et effectivement, c'est vrai. Mais tout ça pour dire qu'en fait, le truc, j'entends, donc il y avait un des postulats de pouvoir revenir d'une version en arrière. Tout à fait. Attends, donc en fait, un step en arrière. Un step, c'est pour ça. Et pour moi, c'est là où je suis un petit peu, je me dis, ouais, mais quelque part, c'est pas vraiment, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'aller à 2.4 à 2.0, parce que c'est là la vraie itération de mon application ce soir. Tu vois, et en fait, je peux aller enfin, tu vois, c'est un petit peu. Le problème, c'est comme je l'ai dit en préambule, le step, ta migration de schéma de base de données, d'accord, est pas rétrocompatible. Donc le seul truc que tu peux faire,
c'est de le casser en petites étapes qui sont chacune, elles, compatibles 2 à 2 et te dire, bah, s'il y a un problème sur un de mes steps, bah, je reviens au step d'avant. Après, c'est pas magique, hein. Si tu veux vraiment revenir au 2.0, bah, dans ce cas-là, il va falloir gérer les scripts de undo à chaque fois. Surtout que tu as des downtime. En fait, par définition, tu auras forcément des downtime. Alors après, je sais pas, mais tu peux gérer des undo, mais par contre, c'est pas intégré dans Spring Boot directement, donc c'est pas juste je déploie mon truc et je me démerde. Donc c'est de nouveau plus de travail. Après, il y a un accident. Ici, ce coup de la compatibilité, c'est pas pour faire du retour arrière, hein, parce qu'effectivement, je pense que ça sert à rien, les modifs fonctionnels sont loin derrière. C'est juste que tu en as besoin pour que tes deux instances. C'est juste pour faire du rolling update. À un moment donné. C'est juste que tu dois être compatible pour la 2.1 avec le schéma 2.2, pas parce que tu es en train de redéployer la 2.1, c'est juste parce que tu n'as pas fini de Ouais, t'as raison, j'ai compris. Merci. Donc, il ne faut pas imaginer ce mécanisme qui est présenté là pour vraiment revenir en arrière. Ça permet juste de vivre avec ça. une Ok, version ça va antérieure. chez toi, c'est plus clair. Merci. Donc, potentiellement, ça pourrait te servir, mais en pratique, il faudrait que tu fasses 4 versions effectivement en arrière pour que tu puisses revenir en arrière sur ton web, et ça ne marche pas. Après, si c'est ce que tu veux, encore une fois, script undo, etc. Et puis travail manuel pour savoir comment tu gères tout ça. Et c'est possible. Tu peux faire des init containers avec Kubernetes et puis lancer des scripts SQL et puis, ou des scripts File, mais c'est du sang et des larmes, quoi. On arrête là. Je pense que vous avez bien compris le concept. La démo, ça sert juste à illustrer mon propos. Je ne sais pas si. Ou pas. Moi, j'ai une question Oui. juste par rapport à ça, c'est que je ne sais pas si c'est quelque chose à imaginer forcément avec du continuous deployment ou pas. C'est-à-dire que là, on imagine qu'on va passer les 4 en séquence parce qu'on est plutôt en train de préparer une grosse release et qu'on va balancer la release. Et du coup, tu connais déjà ta cible, tu connais déjà ta 2.4 au moment où tu décides de déployer ta 2.1. Ah, mais c'est une évidence, Alors ouais. que si tu es, je ne sais pas si c'est pas plus quelque chose qui fonctionne, si tu es plus en continuous deployment. Et donc en fait, je fais ma 2.1 maintenant. J'aurai le temps d'avoir aussi du feedback, savoir s'il y a un souci, et je n'ai pas de souci pour revenir sur la version antérieure. Puis la 2.2 va débouler peut-être dans 1 heure ou dans 2 heures. Pour moi, c'est pas 2.1, là, la numéroté différemment. Hein. Pour moi, c'est 2.1, puis 2.1.0.0. Non, mais alors justement, c'était 1.0 pour passer à 2.x. Voilà. C'est pour ça que j'ai une shift majeure. Après, les shifts mineurs, c'est ma toutouille interne. Ouais. Mais après, pour les continues, ça devient chaud, parce qu'en gros, tu devrais faire, je sais pas, moi, tes 4 commits dans Git, c'est-à-dire qu'ils se mettent l'un après l'autre, ça commence à avoir des Non, c'est un truc où vous êtes obligé de planifier et de designer à l'avance, hein, justement, de savoir les changements qui sont justement des breaking changes et les séparer en plusieurs non-breaking changes. Et ça, c'est pas aussi magique que les mecs qui font du Kubernetes rolling update te disent c'est bon. D'ailleurs, ça doit vraiment être planifié, ça a un gros impact. Bon, je passe directement à la dernière slide. Hop. Après, la planification, je suis pas sûr qu'on soit obligé On va en parler, finale, on va voir ce qu'il y a dessus, mais... Voilà, donc c'est possible. C'est-à-dire Kubernetes vous permet, en tout cas au niveau infrastructure, de le faire de manière beaucoup plus simple que, oui, alors on se pose des questions sur le blue-green, la latence, etc. C'est pas gratos, et à mon sens, vous devez vraiment savoir le changement que vous allez faire qui est breaking, et adapter votre code pour le faire en petites étapes intermédiaires. Et ça, c'est loin d'être gratuit, quoi. C'est-à-dire que c'est les gens qui veulent que vous fassiez du zéro downtime, ils ont sans doute de très bonnes raisons derrière, mais ne committez pas là-dessus sans vous être assuré que derrière, ça ne coûte pas plus que ça rapporte. Hein, sur une application interne où il y a 3 clampins, il vaut mieux dire envoyer un mail en disant l'application elle ne sera pas disponible ce week-end, pas forcément intéressant de faire ça. Donc avant de vous lancer dans... Parce que d'un côté, tu ralentis quand même vachement tes devs, après c'est un prix. On serait déjà, si j'ai ralenti pour ça, et même entre 3h et 4h du matin, je préfère faire les astreintes ou n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est comme toujours, la réponse c'est it depends. En pratique, on va dire, Facebook peut-être, mais à côté, il y a Facebook, Google, Amazon, etc. On s'en fout, c'est pas la réalité. Quoi. Non, mais c'est le métier qui... C'est encore une fois, c'est le métier qui choisit. C'est lui qui sait si potentiellement il est prêt à payer ce surcoût. Le métier qui propose, c'est toi en tant qu'ingénieur, leur dire le prix. Oui, le métier propose, toi en tant que... C'est ça, tout à fait. Dis, voilà le coup. Est-ce qu'on y va, les mecs? Exactement. Mais ça veut dire qu'on ira 3 fois plus lentement là-dessus, tout à fait. Ou est-ce qu'on balance? Ouais. C'est ça, toi tu as un devoir de conseil, mais derrière c'est le métier qui va dire ok, oui ou non. Pour moi, si on n'est pas sur un process super fluide, avec des mises en production hyper fréquentes, ça ne fait
pas la route. C'est-à-dire que, imagine qu'on soit sur des releases tous Ah les bah, 2 si mois. si comme tu as on des voit trains de sur la livraison, plupart des systèmes. De breaking change, tu n'en as pas un, mais tu vas en avoir 30. Ouais. Qui ont été faits à des moments différents dans le code, Ouais. par des gens différents. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui ont prévu. Donc toi, tu sais que tu vas faire ton breaking change, il va falloir que tu poses ton script 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. On prévoit de faire des versions intermédiaires pour relivrer tous ces trucs-là. C'est-à-dire que, en fait, ça suppose qu'on pose un tag à chaque fois, qu'on fasse un build, qu'on pose un tag, qu'on versionne cette application pour pouvoir la déployer. Et que le jour où on fait la release, on sait qu'il faut qu'on déploie successivement la 1.1, la 1.2, la 1.3, la 1.4. Puis ensuite, il y a les modifs qui arrivent de Julien. Donc la 2.1, la 2.2, la 2.3, la 2.4. Puis les miennes qui arrivent, en supposant qu'on ait artificiellement fait dans Git une structure temporelle qui soit réellement temporelle, parce qu'en pratique, j'ai fait ma 2.4 alors qu'elle avait déjà commencé à faire par 1.1. Enfin, si on a du stock, je n'imagine pas comment on arrive à faire fonctionner ça. Ou alors il faudrait écrire complètement l'histoire et dire en fait dans la 1.1, je chope toutes les premières étapes de mes breaking change, de mes 2 mois de release, mais tu passes ton temps à réécrire ton master. Alors, Tu as une phase de préparation de tarifs qui est gigantesque. Moi, c'est pas. Enfin, après, tu réduis ton calcul d'enquête, mais c'est juste que chaque changement que tu fais, la prochaine release, elle doit être remplacée, quoi. Elle doit être compatible avec le schéma. Ce qui fait que pour faire ce truc-là, il faut 4 releases, il faut un an, donc tu releases tous les 2 mois, mais par contre, tu n'as plus à synchroniser tout le monde en fait. Chacun Ah bah si, parce que tu passes dans la même release dans la même nuit, tu n'as pas le choix. Ben, si si la release suivante, Ou la journée. Quoi. si la release suivante, tu fais en sorte d'être compatible avec celle d'avant, il n'y a personne qui va pousser l'étape 2, 3, 4. Alors, oui, je avec moi parce que perso. mais ça veut dire quand même que tu as un gros tas de code qui te sert juste à. Enfin, comme je l'ai montré. Donc, ça veut dire que si ton gros tas de code il s'accumule pendant 2 mois, bah là, tu réduis énormément ta vélocité à la fin, parce que derrière, ça te. Enfin, mais tout est possible. Mais mon propos, c'était juste de dire hé les gars, arrêtez d'avoir des étoiles dans les yeux quand on vous dit vous faites du rolling update avec Kubernetes, vous avez 0 downtime. Oui, ça vous permet de le faire facilement, mais dans la vraie vie, vous avez de l'état, du state, et là, je n'ai pas abordé la question des sessions, hein, je le reste juste sur la base de données. C'est pas aussi simple que ça. Donc, calmos, et ça a un coût, et il faut y penser. Voilà, je vous remercie. Mon blog, mon Twitter, et si vous voulez jouer avec le code repository, vous pouvez jouer avec, et si vous voulez me faire des pull requests parce que mon code de Kotlin n'est pas super tip-top, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. On t'envoie à nos experts. Mais moi, je rajoute que si tu veux vraiment du zéro downtime, c'est encore plus complexe que ce qu'on a vu là, parce que si tu es sur Gmail, typiquement, moi, il n'est jamais fermé, ben, je ne sais pas quelle est la version cliente que j'ai téléchargée, et s'ils sont en train de faire du déploiement qui prend des plombes sur tous les serveurs, peut-être que j'ai une version très récente, mais je vais encore aller sur un vieux serveur, ou alors il a fallu qu'ils organisent le fait qu'ils poussent une version récente quand tous les serveurs ont été migrés. Ben, Mais là, c'est du fantasme inutile, c'est un peu la poudre aux yeux de se dire, voilà, parce que Google, Amazon, Facebook le font, ok, mais ils ont une problématique que toi, on ne rencontre jamais en fait. C'est juste que Ou pas souvent. ça saute aux yeux sur la base de données. Il y a, en fait, comme c'est des tiers distribués, c'est chaque fois qu'il y a les tiers qui sont mis à jour, alors que le pendant n'est pas mis à jour, et sur la partie client, tu as les mêmes soucis. N'oublie pas que ton Mac il redémarre toutes les semaines minimum, hein, donc tu veux dire de nos jours. Hein. Non, moi il redémarre plus, il a l'Apple Store. Ah, c'est vrai, ok. Justement, c'est le problème. Donc voilà. Non, mais c'est exactement ça, et ça fait partie des trucs classiques qu'on a en termes de pertes, de HA, de trucs. Après, il faut parler avec ton métier, avec la personne à qui on s'accorde, où est-ce que tu mets mes œufs. Et je pense que la reliability est plus importante, la redondance est plus importante certainement que le zéro downtime de migration. Il n'y a aucune règle absolue, Moi, c'est it it depends. existe, hein, mais j'ai jamais vu pour de vrai un truc de zéro downtime. Pareillement. C'est très cool. Par contre, Ce que j'aime bien, c'est que ça permet. Ce que j'aime bien, par contre, et là, quelque part, tu structures bien le débat, donc ces pratiques d'incrément de base, ça t'aide à déployer sans arrêt, à être confortable. C'est une bonne pratique. Par contre, Mais tu peux même aller plus loin. Hein. Moi, j'ai jamais vu de continuous delivery. Ah non, delivery. C'est-à-dire que derrière, une fois que l'application elle est là, le métier il a juste à faire OK. Je l'ai jamais vu ça.
Il a juste à appuyer sur un bouton pour que derrière, ça déploie réellement. Pour moi, le continuous delivery, c'est tu arrives jusqu'au bout et à la fin, tu as une décision métier. Alors que le continuous deployment, tu n'as pas de décision métier. Mais donc, le continuous delivery, je ne l'ai jamais vu. Le mieux que j'ai fait, c'est tu mets ça dans un Nexus ou un Artifactory et puis tu attends. Et puis après, derrière, tu as tout le déploiement et puis tu as du Puppet, tu as du machin, tu as du truc. Mais le continuous delivery, j'en ai même jamais eu. Donc, entre ce qu'on imagine, ce qu'on aimerait faire, ce qui est cool, etc., et ce qu'on fait réellement dans la vraie vie, moi déjà, j'ai un gros gap. Mais justement, c'est juste pour freiner un petit peu sur les discours qu'on entend quand vous allez en conférence où les mecs vont dire ah, on va résoudre avec un problème, avec juste une technologie, on va résoudre tous les problèmes de la Terre. Et Calme. en fait, là, après, ouais, les scripts SQL, je sais pas comment ça marche, mais nous, on a tapé des problèmes. Pour le modèle, alors au début, c'est cool, hein, les scripts SQL, on rajoute ta, 3 tables, 5 tables, 6 tables, quelques index phrases, etc. Et après, donc, je vais te dire comment Hibernate crée le machin. Donc, Ouais. je crée comme Hibernate fait. Je vais un peu choper le auto-généré pour voir comment ça fait, mais la limite, elle devient vite coton, quoi. Ouais. En fait. Le fait que ton modèle évolue. Ça veut dire que tu génères tes entités avec Hibernate en parallèle de ton. Non, c'est ce que je veux dire. C'est que Hibernate, tu génères tes entités, il y a des liens, il y a différentes contraintes, etc. Et toi, si tu fais tes scripts SQL à la main pour gérer la base, il faut que tu fasses les mêmes scripts que Hibernate attend. Donc au début, c'est cool, mais ça peut vite devenir assez abscon comme script. Ouais, mais attends, parce que tu vas quand même les SQL. faire dans tous les cas, parce que typiquement, je sais pas si tu as essayé de créer des index avec Hibernate. Tu as une annotation qui fait 2 lignes, quoi. Ouais. Donc, de toute manière, à la fin, bah, si tu veux faire les trucs de manière un peu clean, tu es quand même obligé, soit que ce soit le DBA qui le fasse, soit dans ton script Flyway. Enfin, la gestion des index, par exemple, c'est un truc que Hibernate génère très 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 mal par défaut. Bah, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, ton script, tu dois l'écrire à la main d'une certaine manière si tu veux faire un truc un peu robuste. Oui, mais après tu peux l'écrire, mais ne serait-ce que juste écrire le SQL à la main. Parce que Quand tu suis l'évolution de mon modèle, Ouais, tu as un risque que. c'est super compliqué. Ouais. Ce que tu dis, c'est que c'est difficile d'écrire des requêtes SQL adaptées à l'interprétation que Hibernate fait du modèle entity. Ouais, Puisque avec l'évolution. Tu maintiens d'un côté la base, de l'autre côté Hibernate, il faut que ça arrive à tourner. Et t'écris juste le delta en plus. Donc, c'est même Alors après, tu as des pratiques qui disent que normalement, tu es censé écrire le delta, et puis quand même en parallèle aussi, hein, parce qu'on a que ça à foutre, écrire le script qui arrive directement à cette étape-là, pour éviter de passer toutes les étapes directement qui sont inutiles. C'est compliqué la vie. Oui, bah, la vie est compliquée, mais tu vois ce que je veux dire. Après, moi, encore une fois, hein, je te parle d'un truc où on considère que tu as un team d'ingénierie qui a que ça à foutre. Et, Nous, on a eu ça typiquement récemment, où en fait, on savait, il y a une manière aussi dans le JPA où tu dis génère-moi les scripts SQL total de ma base. Donc en fait, j'ai tout là, puis en fait, on va piocher à la main les quelques lignes qu'il a créées, que je change un peu le nom des index, tout comme ça. Voilà. Tu vois, pour ça fasse beau. Mais il n'y a pas longtemps, on a eu un problème, on s'est dit, bon, on arrête tout, on recommence à zéro. On bousille notre seuil, c'est un peu dommage. Et là, tu te poses la question, comment est-ce que tu peux finalement avoir une meilleure hygiène d'incrément? D'où les questions avec, c'est qui le mec? C'est un Australien là, FX. Voilà, qui était un des contributeurs liquidés d'Hibernate, donc le gars avait les idées hyper carrées, et voilà, sur la fin. C'est agréable. Le but, en gros, c'est ça. Tu joues tes scripts Flyweb, tu as ces migrations, tu laisses sur le bout de générer le modèle, hein, dans une autre base. Le modèle, on voit la commande qui fait un diff entre les deux, avec le schéma, dans le schéma de migration. Okay. Et tu te sers de ça, tu l'édites à la main pour renommer les index, tout ça. Okay. C'est ce delta qui génère automatiquement, que tu valides, et du coup, là, ça devient plus confortable de gérer tes entrées. Même si des fois, vraiment, un rename, il ne sait pas que tu as fait un rename. Il va certainement te faire un delete, un insert, et toi, tu vas devoir faire checker. Au moins, tu as une partie de la douleur, tu as une petite partie de la douleur qui sont là. Une grosse partie de la douleur. Il y a des outils de modélisation de base de données qui s'appliquent par des types aussi schéma, par exemple. Voilà. Là, le truc, c'est qu'en plus, là, des trucs comme ça. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce nom-là. Je ne sais pas si ça existe encore. Hein. Power AMC, ouais. Ouais, il y avait dans le thread mail, il y avait ça. Et après, il y avait le truc, en fait, c'est l'outil de FX, c'est que lui, c'est carrément au format
incrémental de l'Cubase, enfin, ce format un peu YAML ou XML. Bah après, si tu l'as dans ton build, c'est nickel. Si tu es capable de le faire, d'avoir une base où tu génères le truc, Ah, il mais fait. on tape 4 commandes à la main. Voilà. On peut faire, parce qu'en fait, Hibernate le fait mieux, parce qu'Hibernate est même capable. Le plugin Hibernate Cubase est bien fait, on sert de Gradle et Kotlin et Spring Boot. Le plugin Hibernate, il y a même une commande qui dit fais-moi le delta directement entre le modèle, les incréments et le modèle que tu génères, et sors-moi les deltas. Voilà, dans le plugin Ok. Maven. Merci. Bah, merci à vous. C'était Merci intéressant beaucoup à toi. d'avoir autant de retours. C'était cool, hein. D'habitude, j'ai 30 poissons muets et peut-être une question. Mais en général, le timing, le problème avec nous, c'est plutôt que maintenant. Non, non, bah, c'est cool. Non, bah, voilà. Oui, On a fait 1h15. Je pense que c'est très bien. Merci beaucoup.